Looks to Moss in single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you came in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. With my Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. La nica s'en allait tout simplement. That's what I do. I lay people out. Ready, set, hut. Ladies and gentlemen, welcome to Touchdown and Tartiflette for the 60th Super Bowl show. For over a decade, Touchdown and Tartiflette has been the best French NFL show of all time. And tonight, our exceptional panel of worldwide experts will deliver the best analysis money cannot buy. After tonight, the Patriots and the Seahawks will hold no more secrets. Sitting in the blue corner for almost a century, the grandfather of French-American football, FMB. Sitting in the yellow corner, he travels the world from sideline to sideline, from podcast to podcast, and from MCs to MCs. It's Gregory, King of Media, Richard. Sitting in the black and white corner, he is the master of rules, the eye of the falcon, the purveyor of flags, Oliver the Zebra. Sitting Bonsoir tout le monde. In the red corner, the undisputed leader of A to Z football after destroying his predecessors, weighing at 12 podcasts a week, it's Johan. And finally, the one sitting on the throne, 5-time worldwide champion of paddle in Belgium, your host, it's Rémi. Bravo, quelle présentation 5 étoiles. Ouais, on m'a pas dit qu'il y a Nelson Montfort cette semaine. Hein. Il faut bien s'amuser, après c'est les vacances. C'est du grand art. Bah écoutez, on met les petits plats dans les grands, c'est la semaine du Super Bowl. Très content de vous retrouver. Très surpris aussi par cette magnifique présentation de Rico qui nous a pris à contre-pied. Voilà, on est parti pour une émission XXL sur le Super Bowl qui nous attend ce dimanche. On a segmenté un petit peu l'émission pour attaquer les élément par élément, disséquer un petit peu ces équipes que sont les Patriots et les Seahawks. Pour commencer, on va commencer par l'aîné de tous, qui va parler des aînés aussi, à savoir les coachs, qui sont des jeunes coachs, certes, plus jeunes que toi FMB, mais malgré tout, qui sont un petit peu les aînés du terrain. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette rencontre entre deux coachs qui sont plutôt excellents? Moi, je suis encore jeune, hein, j'ai encore envie de jouer. Hein. Bah oui, vas-y. Non. Alors, les deux Mike, parce qu'on a les deux Mike ont battu les deux jeunes. Donc, coucou à mon manager qui s'appelle Sean et à mon big boss qui s'appelle Mike. Mais qui ne sont pas coachs, malheureusement. Oui, qui ne sont pas coachs. Non. Et donc, quoi dire? Donc, alors, ce qui est impressionnant quand même, si on les compare, donc c'est la deuxième année pour McDonald, ce qui est assez impressionnant. J'ai regardé, il a quand même bien construit sa défense parce qu'il a au moins 3 ou 4 joueurs qui sont encore présents depuis quand il a démarré en 2024. Ce qui est plus impressionnant, c'est côté de Mike Vrabel, parce que lui, il a fait quand même en une année, il a construit une défense qui est super solide, avec des joueurs comme Gonzo, je l'appelle Gonzo, mais je ne sais pas, c'est Gonzalez. Gonzalez, ouais. Qui est assez impressionnant, et je trouve qu'il a vraiment pris de l'élan depuis en fin de saison et bien sûr durant les playoffs. Et sa défense, quand même, elle est... alors, on voit aussi quand même qu'il a su aussi construire sur... c'était Mayo qui était avant, hein, lui. Hein. C'est ça, ouais. Il avait des joueurs comme quoi il avait que Mayo avait déjà en backup qui sont aujourd'hui présents. Donc, et c'est ça la patte de Vrabel, c'est de trouver quand même, de construire une super défense, pas avec des méga stars, mais avec des joueurs qui vraiment en veulent. Et ça, je tire mon chapeau. Les deux Mike, ils sont quand même, leur défense, elles sont dans le top 10, leur attaque aussi, donc c'est vraiment assez impressionnant. Ce qui, du côté de l'attaque, ma préférence quand même si Darnold est au côté QB,
est assez impressionnant. Mike Vrabel a quand même un petit génie qui est Josh McDaniel, qui, je pense qu'il va encore surprendre donc les Seahawks parce que il a quand même eu là 2 semaines pour bien préparer le Super Bowl. Je suis sûr qu'il va sortir des jeux complètement inattendus et qui n'ont jamais été exécutés avant. Donc c'était un peu la philosophie du gros Bill. Enfin, je l'appelle gros Bill Belichick. C'est les gros comparé à sa copine, quoi. Donc c'était un peu la philosophie de Bill de faire des trucs inattendus pendant des matchs hyper importants. Donc, qu'est-ce que je voulais dire on a quand même une belle finale. Ce qui est impressionnant, c'est que ces deux head coachs qui ont un gros passif défensif. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un combat de titans enfin pas de titans le mot est pas juste, de géants de la défense, on va dire. Et voilà, donc ce qui m'inquiète, c'est peut-être May qui a tendance à faire des fumbles et des turnovers. Je dirais Donald aussi, mais il n'en a pas fait en playoff. Donc voilà. Je pense qu'on va avoir pas mal de surprises, mais voilà, je pense que, à mon avis, s'il y a MVP côté Patriots, ça sera soit le Stevenson, le running, ou un défenseur. Voilà. Les autres, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur ces coachs ? Moi, j'ai juste à dire que j'espère que Mike McDaniel n'oubliera pas qu'il vient quand même de Boston, qu'il est fan des Patriots et que, bon, ça lui fera pas de mal de laisser une petite bague se glisser en plus. Mais ça, c'est quand il était jeune, il était petit. Oui, quand il était petit, ouais. Quand il était gardé par... il avait une babysitter qui s'appelait Rico, non ? Quelqu'un a un petit mot à dire en plus sur cette bataille des coachs ? Ah oui, juste pour finir. J'ai oublié un point. En plus, j'avais marqué en gros. En gros, en plus, tu l'as écrit. Ouais. Vrabel a quand même on peut lui tirer son chapeau parce qu'il a quand même 9 victoires en extérieur. Ouais, en 9 matchs. Ouais. Et ça, c'est assez impressionnant. Plutôt belle perte, effectivement. Quelqu'un a un petit mot, Yann, peut-être ? Ouais. Bon, déjà, je suis très très ému de faire un podcast avec Greg déjà, parce que je le suis depuis des années. Alors, il a dit la même chose à Olivier Rival. Il est déjà venu 1 ou 2 fois, mais voilà, moi je suis bercé par tous ceux que j'ai connus au départ, donc voilà, d'être avec vous dans l'émission, je me sens tout petit. Mais t'étais jeune à l'époque, donc ça va, t'avais 6 ans. Ouais. Bref. Il y avait encore une équipe au Creusot à l'époque. Exact. Non, je vais rajouter qu'il y a quand même un peu plus d'expérience, je pense, côté coaching du côté des Patriots, avec le cordeau offensif aussi qui va, voilà, on n'a plus besoin de le présenter, hein, voilà, c'est le mec qui crée des jeux, qui avait créé des jeux sur la sideline avec Brady lors du Super Bowl contre les Rams, donc pendant le match il créait des jeux, donc il n'y a pas besoin de le présenter, et je me dis que voilà, ça peut être une force quand même, et ça peut faire peut-être basculer le match à un moment donné avec Drake May. S'il trouve pas la solution, bah voilà, ça peut changer le match parce qu'on sait qu'il est capable de, voilà, s'il faut innover, s'il faut changer un peu le style et surprendre la défense des Seahawks qui est très très forte, hein, bien évidemment. Je pense que ça quand même une pièce essentielle, et il a déjà remporté des Super Bowls sans s'affoler, sans marquer beaucoup de scores et tout ça. Donc je pense que ça peut, c'est quand même une pièce. Le cordeau offensif, c'est quand même une pièce essentielle, et je pense qu'il faut vraiment ce petit truc quand même si les Seahawks sont favoris sur le match et sur l'ensemble de la saison, je pense qu'il ne faut pas le négliger, quoi. Non. Juste, alors, ça va rejoindre un peu ce que disait Johan, mais c'est vrai que je vais pas redire ce qui a été dit brillamment par FMB sur les head coach, mais c'est vrai que forcément, qui dit duel de coach dit aussi duel de coordinateur, et c'est vrai qu'en effet, bon,
McDaniels a l'expérience des Super Bowls, Vrabel dans le registre peut-être émotionnel de par son passif de joueur notamment sait ce que c'est un Super Bowl. Donc je pense que clairement il y a un ascendant dans cette optique du côté des Patriots. Maintenant très clairement on voit qu'au niveau des coordinateurs offensifs, McDaniels c'est pas le premier arrivé très clairement, mais on voit que Klint Kubiak, je trouve que ces dernières années il y a quand même une continuité. Déjà l'année dernière dans ce qu'il avait fait quand il avait récupéré l'attaque des Saints qui était vraiment au plus bas, je trouvais qu'à l'époque il avait réussi à rebooster un petit peu une équipe qui paraissait clairement sans vie, et avant ça il a quand même eu des expériences assez intéressantes à Minnesota, à San Francisco. Je sais plus s'il était dans le staff des Niners parmi ceux qui ont perdu face aux Chiefs au Super Bowl. J'ai un doute là-dessus, je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, très clairement, voilà, on voit que c'est un coach qui est capable de s'adapter, qui encore une fois fait partie de cette nouvelle mouvance de l'arbre, Shanahan, McVay, tout ça. Le fils d'eux, ça pourrait être le deuxième Kubiak qui a gagné un Super Bowl après son père il y a 10 ou 11 ans, 10 ans tout pile, je pense, parce que c'était la saison 2015 pour Gary. Et donc voilà, je pense que c'est intéressant parce que oui, McDaniels peut nous sortir des jeux sortis de nulle part. Maintenant, on a aussi vu que Kubiak, c'est pas quelque chose qui lui faisait peur, que ce soit dans l'utilisation de Sam Darnold ou même avec la polyvalence d'un Kenneth Walker, par exemple. Tout à fait. Ben voilà qui conclut, sauf si Olivier tu as quelque chose à dire sur les coachs, le segment coaching. On va passer à la suite. Ben justement Olivier, tu nous l'as dit, tu as été running back dans ton jeune temps. Du coup on va te donner la parole pour ce duel de running back, enfin c'est plutôt de running game parce qu'il y a plusieurs running backs concernés. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Alors on a deux belles O-line, que ça soit des Patriots et des Seahawks. Moi j'ai plus un penchant après sur le running back j'en avais déjà discuté la semaine dernière avec le numéro 9 Kenneth Walker, ouais. Kenneth Walker qui moi m'a fait très bonne impression, il y a toujours eu une bonne école des running backs chez les Seahawks. Il y a eu Alexander, il y a eu comment il s'appelle, Corner. Donc on perpétue et puis même celui qui est blessé, c'est dommage. Charbonnet, excellent aussi. Donc il y a eu Marshawn Lynch, j'avais oublié, mince, la Beast, franchement, excusez-moi, quelle honte d'oublier un joueur pareil. C'est sûr qu'on peut pas comparer encore Lynch à Walker, mais moi, le morphotype de Walker me fait penser à un Emmitt Smith, à Ray Rice, des running backs assez compacts et puissants et rapides en même temps. Voilà. Après, sur les running backs des Patriots, moi, j'ai pas eu quelque chose de sensationnel qui m'a ébloui ces derniers matchs. Donc, c'est à voir, peut-être vous savez bien, on est au Super Bowl, voilà, il y a des playmakers, on va sûrement avoir peut-être un playmaker avec un jeu fantastique que Josh McDaniels va nous sortir. Donc voilà, moi j'ai un petit penchant positif plus pour les Seahawks vis-à-vis des running backs. Ok, avantage Seahawks là-dessus. C'est vrai que je te rejoins au niveau du plus talentueux. On a tendance à croire facilement que ce sera Kenneth Walker. Je suis assez d'accord là-dessus. L'absence de Charbonnet fait toujours un petit peu mal parce que il offrait beaucoup de possibilités. Je vais parler un petit peu quand même des running backs des Pats. Je trouve que Stevenson était un petit peu, entre de gros guillemets, dans l'ombre d'Anderson pendant la saison régulière. Anderson termine avec quand même 300 yards de plus que lui, avec quelques touchdowns en plus également. Mais dans ses playoffs, c'est vrai que c'est Stevenson qui a repris un petit peu la main, ou qui a repris complètement la main d'ailleurs. Il a... En plus d'être la seule menace au sol pendant ses playoffs, ça a aussi été une petite menace aérienne. Il termine les 3 matchs de playoffs avec 7 réceptions sur 10 targets, ce qui est
pas mal pour un joueur qui n'était pas du tout inclus dans le passing game auparavant. Donc c'est vrai que c'est un élément qui pourrait être à surveiller. J'ai l'impression qu'Anderson, ce sera moins le running back qui va pouvoir accumuler les yards petit à petit, mais qui pourrait peut-être lâcher une grosse course comme il l'a fait. Je pense qu'il l'a fait face aux Bills, il l'a fait face aux Bucks. C'est plutôt sur ce genre de course qu'on peut compter sur lui, je pense. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, FMB, Greg ou Johan. Alors, Vas-y. Un petit mot rapide. C'est vrai que sur le papier, moi, ce jeu au sol des Patriots m'intrigue énormément parce que je suis curieux de savoir un petit peu le playbook, vraiment, enfin le play call plutôt, qui sera appelé par les deux coachs. Mais c'est vrai que, alors, Mike Vrabel, on va pas caricaturer, mais c'est vrai qu'à l'époque, avec Derrick Henry, il en usait et surabusait par moment, même en ayant un AJ Brown à l'époque dans les airs. Et malgré le talent de Drake May, je pense que autant Seattle peut se laisser aller un peu plus de fantaisie, on en parlera peut-être tout à l'heure avec le jeu aérien, autant du côté des Pats, peut-être que la clé, alors ce sera pas évident face à une défense comme celle des Seahawks, mais la clé, ce sera peut-être justement d'accentuer un peu plus le ball control. Ils ont un Drake May qui a des jambes et ça peut rentrer dans le jeu au sol, mais c'est pas proprement parler un coureur. Tout à fait. Il a plus cette faculté à mon sens que Sam Darnold, et en plus en effet ils ont ce one-two punch que n'ont plus forcément les Seahawks, avec un Henderson qui peut fatiguer la défense et un Stevenson qui peut fatiguer les défenses, et un Henderson en effet qui, comme tu le rappelais, peut justement profiter de la fatigue du run-stop adverse pour taper une percée de temps en temps comme il l'a fait. Petite note au passage, on rappelle que Trevion Henderson, il a quand même gagné une finale nationale universitaire l'année dernière, hein, donc ça c'est la deuxième finale de suite, hein, excusez du peu. Ça n'a pas dû arriver souvent. Oui, c'est pas tout le temps que ça arrive, même si bon, forcément quand on est rookie, ça dépend un peu de là où on tombe. Mais en tout cas, Henderson a eu vraiment un rôle très important dans cette attaque, ça on peut pas lui retirer. Pour finir là-dessus, je pense que c'est clairement un match important à mon sens, parce que c'est un factor X à part entière, de par le simple fait que pour l'instant, Ramondre Stevenson n'a pas commis vraiment de fumble durant ses playoffs, ce qui était son péché mignon pendant très très longtemps. C'est toi un petit peu, Greg, de quoi tu parles. Donc, en effet, on disait que Drake May avait des petits... Factuellement, c'est vrai. Alors, j'aimerais pas pour les Pats... Clairement. Vous connaissez mon amour pour les Patriots, j'aimerais pas que ça arrive au Super Bowl, bien entendu. Mais c'est forcément une donnée qui sera à prendre en compte, surtout face à une défense comme les Seahawks, qui peut être assez acharnée sur le run-stop, notamment au niveau des safety. Ouais, effectivement. En plus, en termes de yards sur les deux équipes par match durant la saison, ils sont à peu près à 120 yards chacun. Donc on est vraiment sur un running game vraiment tight des deux équipes, et ça peut peser comme d'habitude. Hein. Ouais, effectivement. Johan ? Le gros problème, moi, je pense, c'est si Kenneth Walker n'arrive pas à trouver la solution au départ, ça peut être très très compliqué, parce que ça peut je vais pas dire c'est le seul running back, mais c'est lui quand même qui tient la dragée haute chez les Seahawks, que du côté Patriots, il y a quand même Stevenson et Anderson. Et moi, j'ai on a un peu analysé ça sur le Foot US de A à Z cette semaine, et Mario nous a pas mal analysé ça, qu'il fallait mettre la défense pour piéger pas mal les Seahawks, il fallait mettre pas mal la défense en mouvement, et du coup sur des jeux extérieurs de course, parce que ils ont Byron Murphy qui est dans l'axe du terrain en tant que défensif tackle, qui est un très bon bloqueur à la course, un très bon défensif tackle, et je pense que passer sur les extérieurs avec Henderson, justement, ça peut provoquer vraiment des big plays, comme on l'a vu à un moment donné dans la saison, où il a pris le temps de regarder le coaching staff, savoir s'il fallait marquer le touchdown ou pas. Cette séquence, elle était complètement folle. Contre les Bucks, effectivement. Contre les Bucks. Et je me dis attention, parce que même si les Seahawks sont prêts, même s'ils ont une grosse défense, en plus ils rushent la plupart du temps que à 4, et du coup ça peut créer aussi des brèches. Bon, il y aura le safety et le corner derrière, ou les linebackers, mais en rushant à 4, ça peut te permettre de passer sur l'extérieur. Par contre, il faudra que Will Campbell fasse un gros Super Bowl pour pouvoir... j'adore le joueur, mais c'est vrai que là, sur ces playoffs, il a un peu souffert. Bon, ça reste un rookie aussi, il est là pour apprendre, hein, donc mais il fait une énorme saison. Mais il faudra voir. Puis je crois qu'il revient un peu de blessure aussi, donc il y a peut-être ça aussi qui le gêne un petit peu. Donc voilà, parce que sur la saison, on n'a pas eu des red flags flagrants de Will Campbell. C'est plus là à partir des playoffs quand il est revenu de sa blessure. Donc à voir.
Et je me dis que par contre, si Will Campbell est vraiment performant, ça peut créer des grosses brèches pour Travion Henderson surtout. Moi, je pense que c'est lui, il est capable de nous faire un home run sur un TD c'est clair. À la course. Donc attention. Ouais. Je veux juste ajouter un truc. Je suis d'accord avec vas-y, toi, Johan. vas-y. Mais en fait, je pense que ça va être un gros jeu au sol, à mon avis, peut-être même des deux côtés, mais du côté de New England, c'est sûr. Justement, pour pallier ces problèmes pour jouer sur l'extérieur, tu vas voir que les tight ends, là, c'est Hooper et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Ils vont jouer. Mais Henry, il bloque bien, mais pas tout le temps, parce que c'est un peu du gâchis d'envoyer au massacre. Ouais. Mais le dernier, il bloque, je ne sais plus comment c'est Drip, je ne sais plus. Tu vas voir, je pense qu'ils vont jouer énormément. Et ils vont bloquer énormément. Mais de toute façon, c'est sûr qu'on va avoir des jeux qu'on n'aura pas vu cette année. Hein. Il y a des jeux qui vont être testés, même sur ce Super Bowl, à un moment donné. Surtout si on est dos au mur, à un moment donné, il faut sortir de son game plan peut-être. Tu auras des trick plays, des bootlegs de May qui va courir. Je pense que Josh McDaniel va lui donner le choix de soit de faire une flat ou de courir. C'est sûr. Ouais, c'est clair. Du RPO spécial Josh McDaniel, tu vas voir. Et c'est mieux au sens son cœur qui pense déjà côté Patriots. Hein. Je sais pas. Non, pas du tout. Je déteste les deux équipes. Oh l'insulte de Yann direct. En tant que fan des Dolphins, je trouve ça moyen. Hein. On t'a repéré. Hein. Non, je déteste les deux, mais je suis impressionné par Josh McDaniel parce qu'il fait vraiment du beau boulot et il met vraiment ses QB en valeur. Il a même mis Tim Tebow, je vous rappelle, Tim Tebow à Denver, c'est lui qui l'a porté. Hein. Ouais. Bon, après, Tim Tebow, je préfère regarder le college football pour l'avoir vu qu'en NFL. Ah ouais, ça, on est bien d'accord. Il aura Denver, gagné un match. Ça allait. Ouais. Il avait une fameuse défense avec lui aussi. Ouais, il avait des receveurs qui faisaient des yards après réception aussi. Aussi. Quelques-uns pas trop dégueux. Allez, écoutez, sans transition, Greg, tant que tu as la parole, un petit mot à nous dire sur ce match-up très sympa entre l'attaque des Seahawks et cette défense des Patriots, justement. Alors, déjà, petite parenthèse, je suis étonné en regardant l'écran à quel point le logo des Seahawks ressemble à celui des Broncos. Oui, il était temps que quelqu'un le souligne, hein, ça me fait beaucoup rire. Vu la qualité de la demi-finale, je pense qu'on peut avoir un rematch au Super Bowl. C'est quand même, ça serait quand même pas mal. Rico nous testait, j'ai l'impression. La réactivité incroyable. Moi, je dis ça me faisait pareil quand je buvais. Hein. Et en même temps, il a mis une semaine à faire le texte en anglais. Hein. Il pouvait pas être sur deux dossiers en même temps. Hein. Alors, le tac. Tu sais que je t'aime, Rico, tu sais que je t'aime. Je suis preneur, I love you, tu devrais dire. Pardon. Donc oui, l'attaque aérienne des Seahawks contre la défense des Patriots, qui sera forcément un match incontournable, hein, parce qu'on évoquait notamment la bonne défense des Patriots, notamment cette capacité, alors, on l'a pas découvert pendant la saison régulière, mais je trouve qu'elle est encore plus symptomatique pendant les playoffs, la capacité des Patriots à renforcer notamment le pass rush. Ce qui n'était pas donné, hein, parce qu'ils ont quand même perdu Harold Landry sur blessure, hein, et on en parlait tout à l'heure, ils ont quand même réussi, Grable et son staff ont quand même réussi la performance de transformer pas mal de pass rushers, hein, Kelvin Chason qui était au départ une simple doublure, Elijah Ponder qui sort de nulle part. Enfin voilà, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à vraiment élever leur niveau de jeu dans cette défense, et forcément ça va être un duel à surveiller, parce que face à une ligne offensive des Seahawks qui est assez solide depuis le début de la saison, on pouvait se dire qu'en tour de division contre la poreuse ligne offensive de Houston, bon, c'était entre guillemets un peu plus jouable, même si le scénario a pas forcément, c'est pas forcément joué principalement sur le pass rush à mon sens. On a quand même vu que face à la ligne offensive des Broncos, ils ont clairement pas démérité et ils ont réussi à mettre de la pression, même face à un quarterback backup. Donc clairement, la O-line des Seahawks est prévenue, et j'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que les Seahawks ont un peu plus cette faculté, je trouve, par rapport aux Patriots, d'user de la voie des airs. Non pas que Drake May n'en soit pas capable, mais c'est surtout que je trouve au niveau du plan
de Klint Kubiak. Il y a cette capacité, notamment avec le bras de Sam Darnold, à pouvoir éventuellement aller chercher de la profondeur. On parlait de l'aptitude de Trevion Henderson à faire des big plays au niveau du jeu au sol. À mon sens, les Seahawks ont aussi cette capacité à être ultra menaçants dans la verticalité. Je crois qu'en saison régulière avec les Cowboys, c'était l'équipe qui faisait le plus grand nombre de big plays dans les airs en 2025. Donc, et puis ils ont pas mal de menaces différentes. Forcément, le principal qu'on va citer, c'est Jackson Smith-Njigba, qui a été une des principales superstars au poste de receveur cette saison en NFL, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent éventuellement être utilisés dans ce registre-là. Il y a eu l'énorme surprise Rashid Shaheed, qui a été la bonne addition après la blessure de leur rookie dont j'ai oublié le nom, Horton. Qui en plus connaissait déjà le système de Kubiak puisqu'il l'avait coaché l'année dernière chez les Saints, et on voit que ce soit sur les retours de coups de pied mais aussi justement sur sa vitesse et sur la profondeur, ça peut être un joueur qui peut faire mal à cette défense des Patriots. Alors après, forcément, un des principaux match-ups qu'on va regarder de près, ça va être ce duel entre Smith-Njigba et Gonzalez, parce qu'il y a fort à parier que Gonzalez sera dans son secteur, où là, pour le coup, de par l'aptitude de tracé de JSN, ça va vraiment être quelque chose d'intéressant, parce que ça nous promet vraiment un match dans le match assez incontournable. Et donc, c'est vrai que les Seahawks, à mon sens, vont être assez menaçants dans ce registre-là. J'écarte pas le fait que les Patriots le soient. Encore une fois, à l'image de ce que je disais sur la D-line, ils ont quand même une escouade dans le domaine aérien qui est clairement pas la plus ronflante de la NFL, mais en tout cas, ils ont une rotation vraiment qui est utilisée à bon escient par Josh McDaniels. Clairement, on est sur du McDaniels version Brady, à savoir on cherche pas justement la verticalité sans arrêt, mais on va justement sur de la zone intermédiaire pour réussir à faire briller les receveurs avec leurs points forts, que ce soit des Diggs, des Boutet, McCollins aussi qui est constamment une surprise partout où il passe. Je vais pas revenir sur ce qu'on a dit également sur les tight ends. Donc c'est vrai qu'on a quand même deux attaques aériennes qui sont assez intrigantes, de par la capacité d'un Sam Darnold d'être assez spectaculaire, dans le bon comme dans le mauvais sens, parce que on n'occulte pas le fait que Seattle a quand même été en saison régulière l'une des équipes les plus interceptées. Alors heureusement pour l'instant il y a eu 0 pick, si je ne me trompe pas, face aux Niners et aux Rams, qui étaient quand même pas les premiers venus au moment où ils ont affronté les Seahawks. Mais on a vu que cette défense des Patriots pouvait être assez opportuniste malgré tout, avec des joueurs comme Marcus Jones, comme Jalen Hawkins, des joueurs encore une fois qui sortent un peu du chapeau et qui sont capables potentiellement de provoquer des pertes de balles. Je chie pas Gonzalez parce que j'ai dit il défend bien, mais les interceptions cette saison, c'est pas forcément sa marque de fabrique, paradoxalement, même si il a enregistré sa première en fin de match contre Denver. Mais voilà, il y a le côté vraiment spectaculaire de l'attaque aérienne de Seattle, et puis à côté de ça, il y a le côté un peu plus chirurgical des Patriots, ou comme je le disais tout à l'heure, ce sera peut-être à mon sens plus complémentaire de ce que pourra apporter le jeu au sol. Vous en parliez tout à l'heure, il y a aussi ce duel forcément avec Will Campbell qui va devoir vraiment élever son niveau de jeu. On sait que le pass pro, alors c'est qu'un rookie, encore une fois, on est très exigeant par rapport à ça, mais on parle quand même d'un joueur que beaucoup attendaient garde par rapport à sa longueur de bras l'année dernière. Donc on voit que c'est un tackle gauche, mais on voit que c'est encore un joueur qui doit clairement se parfaire, notamment sur le pass pro, et il aura du boulot face à cette grosse rotation. Mais voilà, il y a vraiment deux écoles, deux oppositions de style, à mon sens, dans le registre offensif et aérien, et c'est en ça que ça peut être un duel intéressant à mon sens. Effectivement. Sans transition, je vais... FMB, t'avais quelque chose à dire peut-être? Non, on l'espère que ça va être un... oui. Mais c'est clair que c'est un duel super intéressant, et dans l'autre sens aussi, tu l'as dit Greg. L'attaque des Patriots n'est certainement pas la plus ronflante, mais statistiquement, elle est quand même vachement intéressante parce que c'est la deuxième en points marqués, derrière les Rams, justement. Donc les Seahawks ont quand même affronté deux solides attaques sur 2 rencontres consécutives. Au sol, la défense des Seahawks, on sait qu'elle est très solide. Et en face, on a une équipe de Patriots qui est quand même top 5 dans pas mal de catégories. Au sol, ils sont 6e et par les airs, ils sont 4e. Donc c'est vrai que c'est une attaque qui tient la route, qui est plutôt costaude. On va pas dire que c'est une attaque élite, parce que c'est vrai que ça manque peut-être de certains noms ronflants en certaines stats qui pourraient être un peu plus impressionnantes. Mais en face, on a une équipe des Seahawks qui est un petit peu une des meilleures de la ligue, qui est aussi peut-être pas la plus spectaculaire dans certaines catégories, mais au niveau des points, c'est efficace. C'est la meilleure au niveau des points concédés, c'est 17,2 points par match. Donc à ce niveau-là, c'est difficile de faire mieux.
On a, pour moi, une défense élite face à une très bonne attaque, ce qui fait un match-up toujours très très sympathique. On sait qu'en troisième tentative, les Patriots sont plutôt pas mauvais, mais en face, ils auront le gros défi, pour moi, il est là, c'est que la défense des Seahawks est simplement la meilleure face aux troisième tentatives, laissant à peine 32% de réussite à leurs adversaires, ce qui est vraiment monstrueux. Donc voilà, on a parlé de quelques éléments, Johan en a parlé, je voulais en parler aussi, je veux ressouligner ça, c'est Byron Murphy qui est la clé de la défense de ligne des Seahawks. Quand il est sur le terrain, quand il n'est pas sur le terrain, ce sont deux mondes très très différents. Au niveau des tackles for loss, par exemple, quand il n'est pas sur le terrain, la défense des Seahawks, c'est 14% de tackle for loss. Quand il est sur le terrain, ça passe au-dessus des 21%. Donc, il ne double pas, mais c'est quasiment le cas. C'est des stats qui sont totalement hallucinantes. C'est vraiment la clé, pour moi, de cette ligne défensive. C'est une défense, tu l'as dit aussi, Johan, c'est souvent un pass rush avec 4 défenseurs. C'est quelque chose qui peut poser problème aux Patriots parce que je pense que May est plus à l'aise face à un blitz qui va venir. Je crois qu'il n'a jamais été intercepté face à un blitz. Et là, il y aura une pression à 4 hommes qui est suffisante pour aller vers lui. Je pense que c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Et donc, forcément, ça laisse des hommes derrière en couverture. Ça laisse des joueurs clés. Je pense qu'il y a vraiment... À l'intérieur, ça va être compliqué de courir. Donc, user un petit peu, effectivement, comme l'a dit Greg avec Stevenson, et comme tu l'as souligné, Anderson pour en craquer une ou deux à l'extérieur, où les Seahawks sont peut-être un peu plus exposés. Au plus large ce sera, au mieux ce sera pour eux. C'est une des clés. Je pense que courir est une nécessité. Oui, Johan, dis-moi. Il faut que Drake May se rassure d'entrée début de match. On l'a vu pendant ses playoffs. Il faut qu'il réussisse ses premières passes. Il faut qu'il se mette en route. Il faut qu'il prenne le rythme. Parce que si Drake May ne trouve pas le rythme, il peut le retrouver à un moment dans le match. Mais tu peux prendre l'eau et faire revenir ta défense très très souvent sur le terrain. Et tu laisses Cup et Smith et Jigba, tu les laisses 10 minutes de plus sur le terrain, ou même ne serait-ce qu'il leur faut pas. Il leur faut pas 10 minutes pour aller traverser le terrain et marquer un TD, quoi. Donc tu peux pas te permettre de comme ils ont vécu en playoff là, faire revenir les attaques adverses trop souvent sur le terrain, quoi. Il faut que Drake May installe son jeu et se rassure d'entrée. Et d'où le rôle hyper important de Josh McDaniels, à mon avis, de le rassurer. S'ils arrivent à instaurer un mini run game, c'est clair que si en première tentative Stevenson fait 4 ou 5 yards plutôt que d'en perdre un, ça change la donne. Voilà. Ouais, vas-y, Yann. De toute façon, si les matchs, s'il est serré, les deux QB peuvent prendre la pression et les deux QB peuvent avoir la tête un peu à l'envers à un moment donné dans le match et se ressaisir 5 minutes après, parce qu'on sait qu'un quarterback, il est capable sur une action de se ressaisir et de reprendre le momentum. Mais on sait que les deux QB, c'est l'avantage, c'est que les deux QB, c'est leurs deux premiers Super Bowl et les deux pourront douter à un moment donné et avoir celui qui sera plus fort mentalement aussi, quoi. Ouais, pour moi, c'est effectivement un des éléments clés. Il y a cette secondary des Seahawks qui fait très très peur aussi. On parle pas assez d'Eman Worry, qui pour moi est un joueur qui joue un petit peu partout. Il est partout sur le terrain. Kobe Bryant aussi. J'ai l'impression que c'est vraiment Kobe Bryant aussi, qui est pour moi... peut-être une des clés dans cette défense, peut-être un des éléments exposés, alors qu'il est bon, mais c'est peut-être l'élément qui pourrait être exposé par des longues passes vers Bouty, par exemple. On sait que Bouty sort une très bonne saison par rapport aux attentes qu'on avait vis-à-vis de lui en début d'année. C'était un petit peu une déception auparavant. Greg a parlé de McCollins, qui pour moi est aussi une des clés. C'était une cible très rassurante pour Drake May. On sait que Digzella, il peut accumuler les réceptions, il peut aussi en sortir une belle de temps en temps. Et puis, il y a ces petites menaces, ces speedy receivers, comme on les appelle, que sont Kyle Williams et Pop Douglas. Pop Douglas va plus aller chercher des passes courtes qui peuvent mener à un touchdown, comme ça a été le cas en playoff. Et Kyle Williams, lui, est une menace un peu plus profonde, qui pourrait peut-être exposer soit un safety, soit un cornerback du côté des Seahawks. On sait que c'est trop costaud, c'est très très costaud. On sait que Rick Woolen, on sait que Jobé, c'est des cornerbacks qui sont absolument excellents. Difficile de faire mieux pour moi dans la secondary, tant c'est une équipe qui, vu qu'elle ne blitze pas et qu'elle a 4 personnes dans le pass rush, ça devient compliqué. Donc oui, Drake May aura du boulot, il devra lire la défense adverse.
Il devra se contenter de ce qu'on lui donne. Il ne devra pas forcer. Ça a été compliqué pour moi dans ces matchs de play-off. C'est un nouveau test qui se présente à lui. Je pense que ses jambes pourraient être aussi la clé. On en a parlé, le jeu au sol. Si on arrive à arracher du côté des Patriots quelques first down grâce à ses jambes, ça peut aussi faire souffler. Donc voilà, on aura un duel super intéressant. On a une attaque qui est pour moi pas sous-estimée parce que quand même deuxième en scoring, et on a une défense qui n'est plus à présenter, à savoir celle des Seahawks. Elle est certes pas première dans chaque catégorie, mais pour moi elle fait partie du top 3 voire du top 2 de la ligue. Je la mettrais quasiment à côté de celle des Broncos et des Texans cette saison. Donc match très intéressant à voir. La clé aussi, la grosse clé du match pour moi, en tout cas offensivement pour les Patriots, c'est la ligne offensive qui devra bien se comporter. Elle devra mieux se comporter que ce qu'elle n'a fait en play-off. 15 sacs sur Drake May en 3 matchs, c'est beaucoup trop. C'est un jeune QB, il est certes bon, mais malgré tout, je pense que la pression, il la sent plutôt bien. Il est costaud. Plus qu'il n'en a l'air physiquement, mais il est très costaud, mais 15 sacs, c'est pas possible. Je pense que s'il prend 5 ou 6 sacs sur le match, ça va être extrêmement compliqué. Donc voilà, mon petit tour est fait. Personnellement, forcément, j'espère que cette attaque sera un peu moins tout sautante qu'elle ne l'a été en play-off, parce que c'était très compliqué. Mais maintenant, il me reste à laisser la parole à Johan, qui va nous parler des X-Factors et des différents scénarios de match. Alors, les X-Factor, déjà, la neige, non, je plaisante. Il n'y aura pas de neige, donc les Patriots, ils gagnent sous la neige, donc dans des conditions dantesques. Mais là, au Levi's Stadium, il n'y aura pas de neige ce week-end. C'est pas annoncé du côté de la Californie, du moins. A priori. D'après ce qu'on me dit dans l'oreillette, c'est pas annoncé. Donc déjà, non, les Patriots n'arrivent pas favoris sur ce match, mais je vais quand même mettre un mais sur ce match quand même. Ils ont quand même rencontré 2 belles défenses sur ces 2 derniers matchs, dont la défense des Texans, qui est l'une des meilleures de l'année cette année. Mais pour moi, il ne faut pas sous-estimer celle des Chargers non plus. Hein. Et voilà, il ne fallait pas sous-estimer celle des Chargers, même si on l'oublie. Oui. Mais les Chargers et les Texans et les Broncos à Denver, dans des conditions dantesques, ils ont réussi à faire la différence. Donc ça, c'est quand même grosse défense. En face, ils vont retomber contre une grosse défense. Donc déjà, ça, c'est quand même un facteur X que les Patriots sont plutôt bien gérés lors de ces playoffs. Donc je pense que malgré tout, ça peut... Voilà, ça reste le Super Bowl, mais un peu rassurant. La deuxième chose que moi, je vais mettre en facteur X, c'est les special teams aussi. On sait très bien que les special teams lors du Super Bowl, faut pas qu'elles se trompent. Donc ça peut être compliqué. Dont le punter des Patriots, ça a été catastrophique à Denver. Et là, par contre, si tu donnes à Sam Darnold à repartir à chaque fois depuis ses 40 yards, ou 50, ça va être compliqué. Parce que bon, je veux bien qu'il neigeait à Denver, les conditions n'étaient pas faciles et tout. Ouais, mais l'autre punter a beaucoup mieux joué en tout cas, ça c'est clair. Ouais. Donc j'espère qu'il a travaillé ses punts, le copain, pendant ces 15 derniers jours. Parce que là, c'est un facteur X quand même qui est énorme. Et on sait très bien que les special teams, ça reste énorme. Et du coup, il y a quand même les deux special teams qui récupèrent le ballon. Rashid Shaheed d'un côté qui a montré tout son talent et qu'on connaît sur special team. Mais de l'autre côté, on a Marcus Jones aussi qui est capable aussi de faire la même chose. Donc attention au retour des mi-temps des fois quand t'es froid ou au début de match. Attention à ce big play d'entrée de match qui peut faire très mal. On l'a vu, ça fait basculer des Super Bowls. Moi qui est fan de Kansas City, je vais pas rebalancer le seul truc qu'il a fait de bien chez nous, Kadarius Toney avec son retour de punt extraordinaire. Mais voilà, on sait que c'est essentiel. Et le facteur X, l'équipe principale, et on le sait, et Greg le répète très souvent dans ses émissions, que ce soit en college football sur The Blue Pennant ou TDA, il le dit souvent, les turnovers, quoi.
Et il faut l'équipe qui créera le turnover, les turnovers ou le turnover, il peut en avoir qu'un dans le match, et c'est celui-là qui va te faire basculer le match. Et l'équipe en face peut avoir 35 minutes le ballon, mais si elle a fait 2 turnovers dans le match et que l'autre on sait que les Patriots, ils sont très très là-dessus. Moi là-dessus, c'est ce que j'ai vu de leur part. Je peux peut-être me tromper, mais les Patriots font rien leur laisser parce que la moindre erreur, tu le payes cash et tu prends tout de suite des points. On l'a vu contre Denver, ils n'étaient pas spécialement dans le match au départ. C'est Stidham qui fait l'erreur, c'est pas le quarterback titulaire, mais Stidham fait l'erreur. Tu donnes le ballon à Drake May dans les 15 yards, en red zone, ça te fait t'aider derrière. Tu peux rien faire. Et du coup, attention à ces moments-là. Et c'est pareil de l'autre côté, Marcus Jones, faut pas qu'il fasse un punt où il lâche le ballon. Pareil pour Rashid Shaheed, alors qu'ils sont très forts là-dessus. Il faudra quand même mesurer parce que si tu redonnes le ballon dans ton camp, ça peut être très très compliqué. Donc les special teams seront hyper mis en avant aussi sur ce Super Bowl. Et un field goal pour finir, un field goal ou un extra punt manqué peut coûter très cher. Voilà. Parce que le match risque d'être serré, plus serré qu'on ne le pense, je pense. Du moins, c'est ce que je souhaite. Parce que on va vivre une belle soirée, donc faudra nous tenir. Faudra pas que le match soit un blowout. En tout cas, celui-là qui va gagner, le coach qui va gagner va devenir une référence parce que gagner un Super Bowl pour Mike McDonald, c'est en 2 ans et Vrabel en 1 an. Donc, ce serait une énorme perf. Ouais. Maintenant qu'on a fait le tour d'un petit peu tous les secteurs de jeu, je vais forcément, on n'y échappera pas, vous demander votre petit prono, votre score et votre MVP. Olivier ? L'arbitrage. L'arbitrage, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire sur l'arbitre de dimanche ? Une petite aparté sur l'arbitre principal, Sean Smith. C'est son premier Super Bowl en tant que référee. Donc, c'est quelqu'un qui a une expérience dans l'arbitrage. Il arbitre. Alors, il était arbitre assistant à ses débuts. Et je crois que ça fait au moins 7 ans qu'il est devenu arbitre principal. Donc, ça peut être un facteur X, hein, on faut pas l'oublier. Hein. On l'espère pas, en tout cas. On l'espère pas, hein, bien sûr, mais on se souvient que Greg, certains... je te vois, Greg, je te vois. C'est pas bon de cracher sur les collègues, c'est pas bon de cracher sur les collègues. Voilà, c'est pas bon. Moi, j'aime quand il comprend plus ce que je dis sans le dire que. Ouais, j'allais dire. On commence à se comprendre. On sait qui a l'avantage, oui, c'est sûr. J'avais le sous-texte, Voilà, donc voilà, c'était la petite aparté. Donc au final, j'espère qu'il jouera son rôle au final, Monsieur Smith. Qu'on adore d'ailleurs. Qu'on adore, on lui lance déjà des billets, hein, c'est ça. J'ai oublié un truc dans le Factor X, le match-up qui ne sont pas du même côté, mais Stephen Diggs, Cooper Kupp sera hyper important. Ouais, voilà, j'ai oublié de le dire. Des jolis noms au poste de receveur, effectivement. Ouais. Et donc maintenant, Olivier, tant que tu as la parole, ton petit prono sur la rencontre, ton score et ton MVP. Alors moi, je pense que Sam Darnold va nous sortir un match du feu de Dieu. Et même si mon cœur me dit de ne pas le dire, mais je vais le dire quand même, je pense que les Seahawks vont gagner avec un score de 24-21. Ok. Une rencontre serrée sur papier et MVP pour Darnold alors. Johan. Moi, je suis très, très mesuré, mais je vais dire quand même Seahawks parce que c'est le favori, mais 27-26. Ok, joli. FMB. Les Seahawks aussi, parce que je pense qu'ils ont quand même une grosse défense. Mais c'est serré aussi. Moi, je pensais 27-24, un truc comme ça plutôt. Et un MVP ou alors on MVP, vers Darnold. MVP, je sais pas, c'est ça le truc. McDaniels, il nous parle de lui depuis le début. Moi, Cooper Kupp, MVP. Non, Cooper Kupp. Oh, j'aime bien la bold prediction. Ça serait peut-être un défenseur. Hein. Peut-être. Et Byron Murphy.
Byron Murphy, 8 sacs, 2 interceptions. J'ai du mal à croire qu'ils mettent un défenseur, mais à voir. Greg? C'est un match, comme je disais tout à l'heure, c'est deux équipes qui ont beaucoup de similitudes, mais je pense quand même que les Seahawks ont un peu plus d'aptitude pour accélérer offensivement. Donc j'aurais tendance à plus naturellement aller vers eux, quel que soit le scénario. Je voulais être les Rémi jusqu'au bout, donc j'ai regardé le score du précédent Super Bowl entre les Pats et les Seahawks. Donc cette fois-ci, je prédis un 28-24, mais pour Seattle. Voilà, si le karma pourrait faire son travail. Tu donnes le ballon à Marshawn Lynch, Greg. C'est ça je sais pas, mais j'espère qu'on le donnera à Kenneth Walker en tout cas. J'espère qu'on le donnera à Kenneth Walker. Non, honnêtement, MVP, et je trouve qu'il le mériterait, ne serait-ce que pour l'ensemble de la saison. Smith Njigba, parce qu'on voit quand même que quand il y a des receveurs qui font des grosses prestations, alors c'est pas tous les ans, alors, j'ai pas tous les souvenirs en tête, mais il y a eu Cooper Kupp, il y a eu Dion Branch, il y a dû y avoir Edelman, forcément, dans le formidable Super Bowl face aux Rams, que je pleure encore chaque nuit. Donc voilà, donc je pense que Smith Njigba, si vraiment il a la glu qu'il a habituellement sur les gants, même si ça va pas être facile face à un adversaire comme Gonzalez, comme on le disait tout à l'heure, je vois bien un titre de MVP pour lui si les Seahawks s'imposent. Magnifique. Bah, écoutez, je vais vous donner le mien. 21-17 pour les Patriots. On va quand même continuer à voter avec le cœur. Et MVP, sans être original, j'aurais dit Drake May. Si je dois être un peu plus original, effectivement, en défense, peut-être un Marcus Jones qui pourrait lâcher une interception à un moment ou à un autre. Et comme tu l'as dit, être un élément très perturbateur en spécialité. J'avais quelque chose à dire. Non, j'avais juste une question. Le dernier défenseur MVP, c'était KJ Wright ou il y en a eu un entre-temps ? J'ai un petit trou de mémoire là-dessus, en tout cas un doute. Mais C'était quelle année KJ Wright, c'est le 2013 face à Denver. Von Miller, non Von Miller. Ah, bah oui, bien sûr, oui. J'ai pas pensé, merci. Bien vu. Ouais, ça doit être ça, à mon avis, le dernier. Ouais, ça doit être Von Miller, je pense, le dernier. Yoann, t'avais quelque chose à dire ? Non, je disais c'était Von Miller, je pensais voilà. Moi, c'est tout. Ouais, c'est vrai, ça doit être ça. Ben voilà, Olivier, un dernier mot ? Oui, alors un dernier mot. Pour ceux, il y en a beaucoup qui sont qui viennent de province et qui montent à Paris pour voir le Super Bowl. Donc, je vous invite, si vous voulez vous faire un week-end de dingue de football américain à Paris, vous pouvez commencer chez le Flash à 19h qui reçoit les Léopards de Rouen. Ensuite, à 20h... Ensuite, à 20h, tu peux aller voir Molos Black Panther. Et le lendemain, dimanche, tu peux aller à Villepinte, aller voir les Diables Rouges contre les Météores et finir avec ton Super Bowl dans n'importe quel bar ou chez toi. Voilà, enfin, moi, je sais que je suis au même endroit que Greg, donc je sais que je suis au même endroit que Greg, donc ce sera un grand moment. Ça sera un grand moment. Exactement. Vous, les amis. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Au Bellucci's Gare du Nord. C'est ça. Je précise quand même que le Super Bowl est quand même diffusé sur M6. C'est pas parce que je le commande pas qu'il faut pas le rappeler. Hein. Tu es très corporate, je te félicite. Attends. Il faut, on est en période d'appel d'offres. Il y a quoi comme soirée au Bellucci's alors ? Comment ? Il y a quoi comme soirée au Bellucci's Gare du Nord ? On a une énorme soirée. Super Bowl, une énorme soirée. On a, je sais plus, on doit être une quarantaine, cinquantaine, je crois, un truc comme ça. Ah non, je pense que vous allez beaucoup plus. Hein. Ça fait 4 ans que moi ça fait 3 ans que je le fais au Bellucci's Gare du Nord avec les amis du front office et les amis de Fantasy Ballers. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui vont aller dans il y a 2 gros plans. C'est bien sûr au Sullivan, la Bastille, où il y aura tous les joueurs des Mousquetaires, mais le Bellucci's aussi. Hein.
il y a vu qu'il y a plus le Les reste. mousquetaires ou les musketeers? Parce que il paraît Ouais, que je c'est crois la que tu parles des musquetiers, Ouais, je les crois. mousquetaires. Ouais, attention, hein. Il y a des copyrights. La copie shine, tu veux dire. Il va pas nous fâcher Nelson quand même. Hein. Et ouais, c'est au Sullivan et au Belouchis, il y a je pense que au Belouchis, vous allez avoir pas mal de monde. Hein. Non, mais sinon, il y a un tas de pubs parisiens, le Galway, Ouais, il y le a un tas de Long-Up. Bah, Tu cherches un pub qui est ouvert jusqu'à 5h du matin, tu sais qu'ils vont le diffuser parce qu'il n'y a Ouais. vraiment pas d'autre chose que. il y a le PSGOM un peu avant. En préambule. Un apéro sympathique. C'est rien du tout. Voilà, si t'es saoulé après avoir vu 3 matchs élite, tu te rinces le palais avec un peu de soccer. C'est parfait. Que demander de plus? Elle est pas belle la Après, vie. après, si les mecs ils voient le Super Bowl après avoir vu 3 matchs élite, ils vont se demander si c'est le même sport, non? C'est extrêmement comparable. Donc, les matchs qu'on a vu l'autre week-end, c'est du flag, alors c'est ça le flag? C'est ça le flag, ouais. Voilà. Ah non, le flag, c'était cette nuit à 2h du matin. Ah oui. Ouais. Et c'était pas foufou, hein. Oh, on a oublié de parler du Ah Pro oui, Bowl. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a le Pro franchement, Bowl. Ouais. Quel dommage, on arrive à la fin de l'émission et on n'a pas parlé du Pro Bowl. à part le score. On n'aura pas le choix de parler du Pro Bowl. Si seulement on pouvait retrouver le Pro Bowl d'il y a 15 ans où ça se maillotchait un petit peu, quoi. C'est honteux. Ouais, ils le font même plus dans des stades maintenant. Le pire, je sais pas si vous avez vu, mais le dodgeball, c'était énorme. Hein. Oh là là, mon Dieu, le dodgeball. Pas eu C'est l'occasion. abusé. C'est honteux, c'est honteux. Tu m'étonnes que les mecs ils veulent pas y aller au Pro Bowl. Bah, bien sûr. Pour C'est aller faire honteux. du dodgeball, tu joues avec tes gamins au parc au dodgeball, mais là, laisse tomber. Hein. Bon, si Sur Rémi sa est pas- parole. Sean Taylor, il doit si se Rémi retourner est dans pas le trop carton. dégoûté, on débriefera le Super Bowl la semaine prochaine, Tu veux peut-être. donner ton pronostic? Bon, écoute, au pire, tu auras d'autres présentateurs. Hein. Il y en aura d'autres qui seront très heureux. C'est souvent, paradoxalement, ça se ressemble beaucoup. Ma C'est ça, le déception et la problème, joie le des foot. autres. Le foot américain, c'est un sport de passionnés, tu vois. L'année dernière, des Exactement. Bills, boum, on perd Olivier Rival. Là, on a eu peur de perdre Johan à un moment, cette année. Avec les Non, Chiefs. mais moi, tu me perdras jamais. T'inquiète, toi. Là. Bon, après on a des gens solides parce que les fans des Dolphins, des Falcons, des Ouais, Jets, ils ouais. sont habitués à perdre, donc c'est pas la peine, c'est pas Ah grave. bah, on a perdu Ouais. Scooby quand même. Hein. On a FMB, perdu il a Scooby déjà quand vu même, les hein. Dolphins gagner un Super Bowl quand même. Hein. Il a cette chance-là. Alors, si je voulais être Le vulgaire, problème, je c'est que dirais j'ai son pas vu en vivant, mais direct. bon. Je mange pas de ce pas-là. Hein. C'est une belle fin d'émission. C'est une belle fin d'émission. T'inquiète pas, c'est ça. Lily. Excellente fin d'émission. Tu peux Bah, y il aller, reste quand même à Lily, vous je comprends souhaiter pas à les tous un blagues. excellent Super Bowl. Bah, écoute, Rico. Et Rico, ton pronostic d'ailleurs pour le match 54-0 pour les Seahawks. Écoute, ça dépend si je m'endors à la mi-temps ou pas. Ok. Mais normalement, je resterai réveillé si les Patriots se font rouster. Donc je pense que je vais rester réveillé. Ça va, ok. Et je pense que ça va être... Et je pense que ça va être beaucoup moins serré que ce que vous pensez. Je pense que la défense des Seahawks, à un moment, ils vont marquer genre 13 points, les Patriots, et les autres vont marquer 27. Je pense qu'il va être Alors, sale comme ça. Alors moi, Ça au-delà peut du troll du 28-24, moi, mon score initial, c'était 17-13, victoire avec panache des Seahawks. Hein. Ouais, c'est extrêmement possible. Et s'il y a une équipe qui veut une branlée, ce sera plus les Seahawks que les Pats. On est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, je pense que ça peut être un match serré. Les éléments sont là. Allez, je vous mets un peu J'ai de Bad Bunny. pour vous accompagner, il me reste Je à vous vous. mets un peu de Bad Bunny. Ah, ben voilà. Voilà. On a les droits, Rico. On a les Oh non, droits on est sur foutus là. YouTube, Rico. On est foutus. Ouais, il vient de nous flinguer. Là. Ça va nous niquer la chaîne. On est striké, on commence à avoir 2-3 viewers bon, d'ailleurs. ouais, Je re-salue regarde, Zach, regarde, qui est là toute la FMB, semaine. il a cru qu'il y avait des immigrants qui arrivaient, il est parti. C'est con. Bon, allez. Comme si c'était pas assez problématique. Allez, Je pense qu'il faut conclure, là. allez, on va conclure. Je vous souhaite à tous un excellent Super Bowl. Merci, amusez-vous bien.
Et on n'oublie pas de quand même saluer Scooby qui n'est pas là, mais qui m'a dit qu'il essaierait de regarder le Super Bowl cette année, contrairement aux dernières années où il s'est soit endormi, soit il ne l'a pas vu du tout. Donc voilà, messieurs. À dimanche. La bonne nouvelle pour lui, c'est que les Jets ne vont pas perdre ce week-end. Allez. Allez, sur ces belles paroles. Ciao. Salut à tous. Bonne soirée. Hits the mark in single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. La mini nika s'en allait tout simplement. That's what I do. I wake people